Bien, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci d'avoir répondu à l'appel du KJ pour cette conférence sur un sujet, bien évidemment, qui ne manque ni d'intérêt ni d'actualité. En effet, le 5 novembre 2024, lorsqu'étaient proclamés les premiers résultats de l'élection présidentielle américaine, beaucoup ont commencé à s'interroger sur ce que pouvait être la nouvelle administration de Trump. Euh, les choses n'ont pas tardé. Dès le 21 janvier, au moment de son investiture, et dès le lendemain, les premiers signes apparaissaient. Une volonté manifeste de recentrer, euh, disons, toute l'activité économique politique sur les États-Unis, avec un réel désir d'expansion sur un certain nombre de zones importantes. Je veux parler du Canada, je veux parler du Groenland, je veux parler aussi du canal de Panama. Donc, autant de choses qui ne peuvent pas manquer d'interpeller. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons cru bon organiser aujourd'hui cet échange qui va porter sur l'impact aussi bien sur la Caraïbe que sur l'Afrique. Alors, l'Afrique, on n'en parle pas souvent de l'impact que pourrait avoir la politique actuelle de l'administration américaine, mais il nous a paru important de jeter un tel regard. Et donc, deux interventions qui vont être faites successivement par Fred Reynaud, qui va s'intéresser particulièrement à la Caraïbe, et la deuxième par Hamzat Boukari Yabara, qui va nous parler de l'impact sur l'Afrique lorsqu'il sera parmi nous. Je le présenterai de toute façon au moment de son intervention. Fred Reynaud, donc directeur du CAGI, professeur de sciences politiques, et qui par conséquent va nous présenter tout de suite quel impact a pu avoir là ou a et aura encore la politique américaine sur la région Caraïbe. Alors, merci Julien et bonjour, bonjour à tout le monde, hein. Euh, alors, on va croiser sur l'effet Trump en Caraïbes et en Afrique. Alors, je remercie déjà Hamzat s'il nous a rejoint de, de- d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je le revois. On s'est vu une première fois dans un webinaire à l'occasion de la sortie d'un ouvrage qu'il a co-dirigé sur la France-Afrique, un empire qui ne veut pas mourir. Alors, sur l'effet Trump, je suis ravi donc qu'il nous ait rejoint. Au regard croisé, je précise que Hamzat et moi, on s'est pas concerté avant ce webinaire, mais je ne pense pas me tromper en précisant que nous partageons avec l'Afrique une bonne partie des effets de l'effet Trump dans le monde. Euh, Bon, nous avons en commun, aux yeux de Trump, d'être rangés dans la catégorie des pays faibles. Euh, Plus précisément, aux yeux de Trump, la Caraïbe et l'Afrique sont des pays de merde, plus précisément. Alors, pour la Caraïbe, c'est principalement Haïti qui est visé par ces propos. À propos de Porto Rico, dépendance états-unienne, pourtant, Trump a parlé d'îles de déchets flottants. Donc, ouais, c'est du même ordre. Alors, vous aurez compris que l'image trumpienne de la Caraïbe et de l'Afrique est plutôt méprisante pour ces territoires. Alors, indépendamment de cette image négative, au plan des relations internationales, au plan international, il y a des différences importantes, bien sûr, entre ces deux espaces, Afrique et Caraïbes. L'Afrique, c'est un espace, vaste espace, hein, un continent, comparé à un espace caribéen composé en majorité d'îles, pour la plupart exiguës, et d'une partie continentale qui comprend des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, baignés pour la plupart par la mer des Caraïbes. Euh, des différences également sur le plan des ressources. Il est évident que
l'Afrique a des ressources qui pourraient expliquer un intérêt plus marqué pour ce continent. Sur le plan géopolitique, l'Afrique, c'est plus loin, et la Caraïbe, c'est à côté, et précision importante, la Caraïbe est perçue comme, disons, la troisième frontière des États-Unis, après le Canada et le Mexique. Et comme en Amérique latine, la Caraïbe a fait l'objet d'interventions militaires et d'occupations euh, successives des États-Unis. Et avant de nous intéresser plus directement à l'effet Trump dans la Caraïbe, je crois nécessaire de préciser rapidement les ressources politiques de Trump. Les ressources politiques de Trump, des ressources qui légitiment aux yeux de ses partisans euh, ses actions et bien sûr ses dérives. Trump a été élu démocratiquement. Ça, il n'y a pas, c'est pas discutable. Il est devenu le 47e président des États-Unis, comme vous le savez, par une élection qui ne se fait pas au suffrage direct. Hein. Comme vous le savez, le peuple vote d'abord pour des grands électeurs, qui à leur tour désignent le président des États-Unis. On remarque enfin, Trump remporte largement le vote des grands électeurs. 312 grands électeurs pour Trump contre 226 pour Kamala Harris. Ce n'est pas un raz-de-marée, c'est quand même une majorité. Ce n'est pas un raz-de-marée parce qu'en 2012, Obama avait fait mieux. Obama avait obtenu 20 sièges de plus encore que Trump aujourd'hui. En 2008, le même Obama, pour sa première élection, avait obtenu 53 sièges de plus. Donc, ce n'est pas un raz-de-marée du côté de Trump. Alors, quand on s'intéresse maintenant au vote populaire, après le vote des grâces électorales, le vote populaire, combien d'électeurs états-uniens se sont prononcés pour Trump et combien pour Kamala Harris? Dans le détail, vous avez 77 284 118 votes pour Trump, contre 74 999 166 pour Harris. Soit 49,8% pour le premier, donc pour Trump, et 48,3% pour la démocrate. L'écart est faible, enfin relativement faible, 1,5. 1,5 de différence entre Trump et Harris quant au vote populaire. La victoire de Trump n'est pas un plébiscite. Il y a un nombre important d'électeurs états-uniens qui n'ont pas voté pour lui. Euh, bon, je le dis parce que il ne serait pas surprenant de voir des résistances plus fortes qu'on ne le pense aux États-Unis, compte tenu du fait qu'il y a une marge, il y a une résilience possible de nombre important, une résistance possible de nombre important d'électeurs. Euh, Alors, il faut tout de même noter qu'il a une légitimité. Il a une légitimité par l'élection. L'élection étant qui est la ressource suprême en démocratie. Il faut également ajouter à cela qu'il est majoritaire au Congrès. Chambre des représentants, 220 sièges contre 215 à Kamala Harris. Au Sénat, il a 53 sièges sur 100 sièges de sénateurs, donc 3 sièges de plus que la majorité. En plus du pouvoir exécutif, il a le soutien du pouvoir législatif, à l'évidence. À l'exécutif et au législatif, il faut ajouter le soutien, dans une certaine mesure, du pouvoir judiciaire. Plus précisément, de la Cour suprême, dans laquelle siège une majorité de juges qu'il a nommés ou qui lui sont favorables. Trump est donc puissant. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Ça, je veux le préciser tout de suite. En dépit d'une politique de communication spectaculaire, vous voyez les décrets qui sont régulièrement présentés à la presse, sans compter que sa puissance est couplée à l'action dévastatrice d'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde. Elon Musk, dont la tâche est de démanteler l'État, perçu comme bureaucratique, dispendieux, inefficace. Et concernant la Caraïbe, nous sommes, comme la plupart des pays de la planète, concernés par différents aspects de la politique trumpienne. Le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat et ses conséquences, bien sûr, notamment pour nous,
les espaces insulaires, la montée des eaux, c'est plus compliqué pour les îles. La folie tarifaire de Trump, bon, avec une politique qu'on a du mal à saisir. Euh, mais c'est la question migratoire aussi qui est importante, politique d'expulsion des migrants illégaux et de restriction à l'entrée aux États-Unis. Mais c'est surtout donc sur ce plan migratoire que l'agressivité de Trump aura des conséquences importantes pour la région. Alors, à l'exception d'Haïti, le nombre de migrants illégaux provenant de la Caraïbe insulaire est moins important que ceux qui sont originaires de la Caraïbe continentale. Alors, d'après l'ambassadeur d'Antigua et Barbuda, qui est ambassadeur aux États-Unis, près de 1,5 million de migrants pourraient être expulsés. Et parmi ce million 5, il note que 42 289 viennent du CARICOM. Et sur ces 42 289, 32 363 sont haïtiens. Et 5 120 d'origine jamaïcaine. Alors, quel que soit le nombre de déportés qu'on aura, le retour de ces déportés non programmés, bien sûr, aura des conséquences très importantes pour les pays de la zone. Les services sociaux, les écoles, les services de santé ne pourront pas absorber ou pourront difficilement absorber tous ces déportés sans emploi et parfois sans famille. On craint même une augmentation du chômage et de la criminalité dans la région. Des décisions et une mise en scène qui déclenchent parfois, enfin qui déclenchent à la fois sidération et amusement parfois. On a du mal à y croire. Bon, tant ça nous paraît incohérent et inattendu aux États-Unis. Il faut tout de même prendre au sérieux le show de Trump. Concernant la Caraïbe insulaire, les déclarations et les décisions de Trump, les visites récentes de Marc Rubio qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est d'origine cubaine, il faut le préciser, c'est important. Ces déclarations et ces visites des États-Unis dans la zone actualisent la vieille doctrine de Monroe, du nom du 5e président des États-Unis. Ce président américain, en décembre 1823, précisément le 2 décembre 1823, il déclarait, je cite, « Aux Européens, le vieux continent, aux Américains, le nouveau monde. » Avant de devenir le gendarme du monde, les États-Unis se confondaient déjà avec l'Amérique. Les États-Unis s'approprient l'Amérique. Après tout, être américain, c'est être né aux États-Unis. Ça veut dire ça pour beaucoup d'Américains. C'est aussi le droit que s'octroie les États-Unis d'intervenir dans son arrière-cour pour établir l'ordre américain, autrement dit l'ordre des États-Unis. Les interventions états-uniennes dans la région sont nombreuses. Haïti, Cuba, Grenade, pour ne parler que des îles. Plus récemment, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc Marc Rubio, il a fait une visite dans plusieurs pays du CARICOM, Jamaïque, Guyana, Suriname. Et un des points de discussion de Rubio avec les pays de la zone a été la question des médecins cubains. Des médecins cubains, en Jamaïque en particulier, des médecins cubains qui, d'après les États-Unis, qui sont inquiets. Ils considèrent que les médecins cubains sont exploités par le gouvernement américain, le gouvernement jamaïcain, non, même pas, le gouvernement cubain. Alors, bien sûr, par des accords particuliers avec le gouvernement de la Caraïbe. Et donc, ils s'inquiètent de l'exploitation des médecins cubains. Et donc, l'intérêt pour nous d'aborder cette question, c'est de montrer la réaction des pays de la Caraïbe sur le sujet. Il y a la réaction de Mme Mia Mottley, Premier ministre de Barbade, celle également de
de M. Holness, Premier ministre de la Jamaïque. M. Holness qui dit clairement qu'il y a 400 000 médecins cubains en Jamaïque qui sont indispensables au fonctionnement du territoire jamaïcain. Et sans eux, il est impossible de faire fonctionner le système de santé en Jamaïque. Et il précise aussi que s'il n'y a pas beaucoup de médecins jamaïcains, c'est qu'ils sont pour la plupart partis aux États-Unis et au Canada pour de meilleurs salaires. Donc, la présence des médecins cubains est indispensable. Madame Otley, elle dit clairement, s'ils ne veulent pas qu'on ait des médecins cubains, je suis prête à refuser mon visa d'entrée aux États-Unis. C'est pas grave. Euh, alors, finalement, c'est à Cuba que l'effet Trump pourrait produire le plus de dommages. Pour rappel, Cuba est frappé d'embargo commercial par les États-Unis depuis 1962. Autre indication importante, une partie du territoire cubain, le sud-est, Guantanamo, est occupée depuis février 1903 par les États-Unis. Fidel Castro et la révolution n'ont pas réussi à revenir sur ces sujets, ces questions. La question de l'embargo et de Guantanamo. Obama, lors de son second mandat, entre 2013 et 2017, Obama, en décembre 2014, a décidé de dégeler les relations internationales avec Cuba. Et l'initiative se manifeste notamment, se précise notamment par un allègement de l'embargo, mais c'est aussi l'ouverture des ambassades entre le Cuba et les États-Unis. Et lors de la 7e conférence des Amériques à Panama, la conclusion du discours d'Obama est très prometteuse. Il dit à la fin, Todos somos americanos. Trump, lui, lors de son premier mandat, juste après Obama, par conséquent, il efface tout. Il efface tout. Toutes les initiatives prises par Obama sont annulées. Des mesures, par exemple, je cite, l'autorisation de voyage est interdite, le commerce n'est plus autorisé, alors que sous Obama, on avait bravé une loi qui s'appelle la loi Helms-Burton, qui est une loi de portée extraterritoriale, qui était votée en 1996 sous Clinton. Et donc, cette loi poursuit devant les tribunaux fédéraux des entreprises soupçonnées de trafiquer avec des biens ayant appartenu à des anciens, des exilés cubains naturalisés américains ou des Américains qui étaient propriétaires de biens à Cuba. Autrement dit, les gens qui ont été expulsés de Cuba ou expropriés pourraient retrouver leurs biens, en tout cas, ou faire un procès si ces biens font l'objet de transactions. Finalement, l'objectif de Trump, c'est d'étrangler Cuba économiquement. Là encore, il est impossible de faire des voyages en groupe. Depuis les États-Unis, avec Cuba, on vise les bateaux de croisière, la pêche, la plaisance, l'aviation privée, l'aviation d'affaires. Encore une fois, l'objectif est d'étrangler Cuba. Alors, en conclusion, je voudrais peut-être terminer par 3 points, rapidement. On aurait tort de croire que la Caraïbe ne présente aucun intérêt économique pour les États-Unis. On aurait tort de réduire par conséquent la Caraïbe a des intérêts stratégiques, strictement stratégiques. En 2003, l'excédent commercial des États-Unis avec les pays du CARICOM s'élevait à 7,4 milliards. C'est pas rien. Dans ce contexte d'inquiétude généralisée, disons que la Chine, déjà très présente dans la région, pourrait tirer un bénéfice de ces tensions. Et avant l'arrivée de Trump,
le niveau d'investissement chinois s'élevait à plus de 7 milliards de dollars dans la Caraïbe, 600 millions à Cuba, 2 milliards 7 à la Jamaïque, plus de 2 milliards à Trinidad. Et concernant les dépendances françaises de la Caraïbe, les DFA, on aurait tort de croire qu'elles sont protégées éternellement par une bulle européenne et française. Euh, on a vu avec les droits de douane que nous sommes concernés, nous aussi, par rapport à ça. On a vu qu'il y a des restrictions à l'entrée aux États-Unis qui nous concernent aussi. Et je pense que, étant dans l'espace caribéen, nous ne sommes pas à l'abri d'un autre problème qui, à mon avis, est encore plus important, c'est la circulation des armes. Il me semble que sous Trump, ça peut être encore plus important. Trump, c'est un adepte des armes. Il n'est pas interdit de penser que les armes circuleront encore plus, et avec toutes les conséquences que nous connaissons, et la montée, malheureusement, de la criminalité dans la zone. Merci. Merci donc à Fred Reynaud pour cette présentation. Alors, je suppose que Hamzat Boukari est rentré. Est-ce qu'il est là? Oui, 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 je suis là, oui. Voilà, merci donc. On va donc le présenter très rapidement. Hamzat Boukari Yabara est un spécialiste du panafricanisme, bon, béninois, mais je veux dire, enfin, caribéen, martinico-béninois, comme il dit. Et il s'est caractérisé surtout par un certain nombre d'études. La première, on en a parlé, hein, qu'on a présenté ici même, c'est le travail qui a été entrepris sur la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, 2023, mais aussi un travail qui me paraît extrêmement intéressant, qui a été celui réalisé sur Walter Rodney, un historien engagé, vous savez, cet historien d'origine guyanaise, qui a défrayé la chronique, qui avait été assassiné et qui par conséquent avait apporté quand même une approche, un certain nombre d'idées sur les relations entre l'Afrique et les Caraïbes. Et l'ouvrage aussi qui, à mon avis, mérite beaucoup d'attention, c'est Africa Unite, c'est une histoire du panafricanisme qu'il a produit et qui, à mon sens, est extrêmement intéressante à analyser. Donc, voilà un peu tous ces, on peut dire toute cette œuvre qui, avec sans compter bien évidemment les productions sur le Nigeria, sur le Mali, qui caractérise donc bon aujourd'hui la portée et en tous les cas l'apport que Hamzat Boukari Yabara a pu faire dans ce monde académique. Aujourd'hui, il va nous parler de l'impact qu'a la politique de Trump sur l'Afrique. Et j'indique bien que, comme je l'ai dit au départ, on n'en parle pas souvent. On a parlé des relations avec la Chine, on parle beaucoup avec le Canada, on parle beaucoup des relations avec l'Europe. Mais quid aujourd'hui de l'impact de cette politique sur l'Afrique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Je lui passe la parole. Oui, merci beaucoup à vous pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Fred que je salue. Le thème effectivement est important. Alors Trump a déjà été à la Maison Blanche. Il a déjà fait 4 ans entre Obama et Biden. Alors, de manière assez intéressante, on se souvient que l'un des derniers actes de Biden a été d'accorder la grâce posthume à Marcus Garvey, qui était justement l'un des tenants de l'idée de l'Afrique aux Africains et d'un concept finalement qui s'inspire en retour de cette position américaine de dire America First. Et la ligne de Trump en disant America First, Make America Great Again, elle suscite du point de vue africain des réactions assez diverses et variées. Il y a beaucoup d'Africains qui ont applaudi, voire même salué l'élection de Trump, parce qu'ils sont dans le narratif, dans le logiciel qu'il faudrait une Amérique forte, généralement républicaine, qui a tendance justement à ne pas se soucier de l'Afrique
et qui permettrait d'une certaine manière à l'Afrique de s'émanciper pendant que les Américains sont ailleurs. Et donc généralement dans le stéréotype, les démocrates sont considérés comme ayant une politique africaine plus problématique que les républicains, plus interventionniste, plus impérialiste que les républicains. Mais dans les faits, je pense qu'il y a des éléments à la fois de continuité et de rupture, et que Donald Trump est en train, je pense, de reprendre cette notion du nouveau siècle américain qui était apparu au début du XXIe siècle dans les milieux très néoconservateurs, le New American Century, qui est pour moi la traduction de cette notion de America First et Make America Great Again. L'un des éléments évidents par rapport à l'Afrique, c'est que c'est pas du tout effectivement la priorité en termes de relations internationales de Donald Trump. Les priorités pour lui, c'est l'Ukraine, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est le Moyen-Orient, puis c'est évidemment la question de la sécurisation des intérêts de l'espace américain. Donc, ça a été évoqué précédemment, Cuba, le Venezuela, le Golfe du Mexique, renommé Golfe des Amériques, etc. Donc, c'est effectivement la reprise de cette logique de la doctrine Monroe, de l'hégémonisme américain dans cette partie du monde, qui rejoint aussi l'idée d'un retrait des États-Unis des institutions internationales et multilatérales, qui pose aussi la question de l'avenir de l'OTAN, qui est aussi une question africaine, puisque l'OTAN traite l'espace de l'Atlantique, et l'Afrique est partie prenante de cet espace atlantique, et dans le contexte également de la sécurisation des intérêts américains, l'Afrique est plus présente qu'on ne le croit. Alors, du point de vue de la ligne géopolitique, l'Afrique est importante dans la logique de la concurrence et du commerce. La concurrence avec la Chine principalement et la Russie accessoirement, mais surtout la Chine. Donc, elle est vraiment vue non pas comme un espace pour les Africains en soi, mais comme un espace où les États-Unis sont concurrencés par la Chine et où il importe pour les États-Unis de ne pas prendre trop de retard vis-à-vis des Chinois, notamment dans la course à certains intérêts stratégiques, notamment les terres rares, qui sont des terres dans lesquelles en fait on va trouver une quinzaine d'éléments ou d'intrants aux éléments stratégiques pour les minerais, pour l'économie militaire, civile et industrielle. Donc on va notamment trouver dans les pays d'Afrique australe donc cette notion de concurrence avec la Chine exportée sur le terrain africain. Je pense qu'elle va être l'un des axes principaux du positionnement des États-Unis de Trump en Afrique dans les 4 prochaines années. Il y a également dans cette concurrence avec la Chine l'idée évidemment de mettre en avant la notion donc des accords et des partenariats économiques avec un certain nombre de pays africains qui vont pour moi dans le sens justement de la fin annoncée de l'USAID, donc l'agence de développement américain qui finançait pas mal de programmes dits humanitaires en Afrique. Donc là, il y a une sorte de moratoire, il y a une période de pause et on peut penser que c'est un élément qui sera utilisé en termes de chantage pour négocier bilatéralement avec des États africains autour de la question de l'aide. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit qu'on revenait un peu à cette période où c'est trade not aid, en gros du commerce plutôt que de l'aide. Mais je pense que la notion de l'humanitaire, c'est pas du tout de l'humanitaire, c'est un moyen de chantage économique, c'est un moyen de chantage politique et c'est un outil impérialiste que les États-Unis activent en montrant que ils ont la capacité par l'outil financier. Et donc là, c'est la reprise d'un système politique que Malcolm X appelait le dollarisme. Donc ils ont la possibilité par le système financier d'asphyxier des États africains, aussi bien sur des questions, on va dire, alimentaires, que aussi sur des questions climatiques, puisque l'une des parties des financements de l'USAID était tournée vers la question des enjeux environnementaux. Et donc là, en fait, pour moi, il y a l'utilisation de nouvelles formes de soft power qui sont testées sur le continent africain, comme elles ont été testées en laboratoire sur Haïti. Donc là, pour moi, il y a vraiment une continuité. Je pense qu'il y a une sorte de haïtianisation de la relation des États-Unis avec l'Afrique, dont le laboratoire est effectivement Haïti.
et que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher, sur lequel il faut réfléchir et regarder les choses de plus près. Sur le plan idéologique, on est dans une reprise totale de l'apartheid. Il faut savoir que autour de Elon Musk, il y a tout un lobby d'industriels, d'entrepreneurs sud-africains blancs nostalgiques de l'apartheid qui, drive un petit peu la lecture que Donald Trump fait des enjeux géostratégiques aujourd'hui. Et Elon Musk joue évidemment un rôle central dans cette lecture, ce qui fait que dans les relations bilatérales avec des pays africains qui sont déjà apparus au premier jour, il y a évidemment la relation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est l'une des puissances africaines les plus importantes et qui a pris des positions très fortes, notamment en déposant plainte pour génocide contre Israël, qui est donc l'allié numéro un, dont les États-Unis sont l'allié indéfectible, donc devant la Cour internationale de justice. Et donc on a vu la réaction de Trump, on a vu l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain à Washington, qui a été accueilli vraiment comme un héros en Afrique du Sud. L'appel également aux bourgs, donc les Afrikaners, les fermiers blancs, de quitter l'Afrique du Sud et de, entre guillemets, immigrer aux États-Unis. Donc là aussi, on est dans une approche qui reprend totalement les logiques de l'apartheid, des attaques qui ont été faites contre la politique de Cyril Ramaphosa, qui est de très loin peu engagé dans une vraie politique de redistribution, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui, autour du cas de l'Afrique du Sud, un premier bras de fer qui s'impose et qui nécessite qu'il y ait une solidarité à ce niveau-là. L'Afrique du Sud est l'un des pays qui possède également des terres rares qui sont convoitées par les États-Unis. Le deuxième pays qui possède des terres rares convoitées par les États-Unis, c'est la Namibie. Et là, on a vu également une position différente puisque la nouvelle présidente élue, le nouveau gouvernement élu, a apparemment décidé d'annoncer l'imposition de visas pour les ressortissants américains. Donc là aussi, c'est une autre approche où on a vu donc Donald Trump jouer effectivement la question migratoire, placer un certain nombre de pays africains sur la liste des visas restreints ou interdits. Et donc l'une des options pour les États africains, c'est également la rétorsion, la réciprocité. Mais cela nécessite, à mon sens, qu'il y ait vraiment un consensus, au moins au niveau régional ou idéalement au niveau continental. C'est-à-dire que là, la politique de Trump sur ces questions-là doit amener les États africains à avoir, je dirais, la même politique de réponse vis-à-vis des États-Unis concernant les questions migratoires, concernant les questions économiques, concernant les questions géopolitiques. Le troisième pays qui possède des terres rares très convoitées par les États-Unis et qui est vraiment aussi au cœur, on va dire, de la première actualité avec l'Afrique du Sud en termes de pays africains, c'est la République démocratique du Congo, qui est, dans le giron géopolitique et géostratégique des États-Unis depuis un certain temps. Depuis, je dirais même le 19e siècle. Déjà, dès cette époque-là, les multinationales américaines étaient très présentes au Congo. Mobutu a été le pion des États-Unis pendant un certain temps. Et au moment donc de la fin de la guerre froide, il y a eu un réajustement des intérêts américains dans cette région qui ont fait que les États-Unis se sont plus tournés vers Paul Kagame au Rwanda, Yoweri Museveni en Ouganda notamment. Et là, dans le contexte notamment de la reprise de l'agression du M23 dans l'est de la RDC, on a vu que la question du Congo a été posée en conférence de presse à Donald Trump et qu'il a répondu en faisant directement allusion au Rwanda. Et donc là, on voit bien qu'il y a à la fois des enjeux politiques et géopolitiques. Donc il y a eu le conseiller Afrique, le monsieur Afrique de Donald Trump s'est rendu à Kinshasa pour rencontrer Félix Tshisekedi. Il y a des tractations qui sont en cours. Il y a visiblement un accord sur les minerais qui va être signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Mais ce que le Congo cherche à obtenir, c'est des sanctions très claires contre le Rwanda de Paul Kagame dans le cadre de la guerre diplomatique, de la guerre économique et de la guerre militaire qui oppose aujourd'hui les deux pays. Donc là, la position des États-Unis, c'est de se voir un peu offrir à nouveau les clés du Congo
à un moment où économiquement, et c'était le dernier voyage et le seul voyage de Biden en Afrique, c'était en Angola où les États-Unis sont passés par l'Angola pour créer un corridor qui va en République démocratique du Congo pour extraire des minerais stratégiques dont les Américains ont besoin. Donc on voit bien que la question du Congo, elle est, je dirais aussi, au cœur des enjeux d'actualité pour les États-Unis dans le contexte de la concurrence avec la Chine, mais qu'il est important qu'il y ait une lecture africaine, directement africaine de ces enjeux. On voit aussi que les États-Unis passent par l'Angola, qui préside actuellement l'Union africaine et qui est donc membre de la SADC d'un côté, pour prendre des ressources au niveau de la RDC, et que dans un autre cas, il passe par un autre pays qui est encore plus important aujourd'hui, qui est le Kenya, puisque le Kenya est une néocolonie américaine depuis très longtemps, et c'est également par le Kenya que l'intervention des soldats kenyans qui ont été convoqués pour faire un peu de sale boulot. Et donc on voit un peu comment cette diplomatie américaine, aussi bien de Biden mais aussi de Trump, reprend en fait ce mécanisme d'utiliser des États africains comme proxy, d'utiliser des États africains comme relais de ses propres intérêts économiques et de sa propre géostratégie. Après, il y a aussi quelques enjeux plus précis sur lesquels l'administration Trump est également en train de redessiner la carte du continent africain. C'est la position des États-Unis de reconnaître, en tout cas de Trump, de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Donc le Sahara occidental, c'est un espace qui est revendiqué par le Maroc depuis un certain temps, qui avait été colonisé par les Espagnols, et qui est l'objet d'un conflit de frontières entre l'Algérie et le Maroc, et qui, au niveau de l'Union africaine, n'est toujours pas reconnu comme appartenant au Maroc, mais devant relever en fait d'un processus d'autodétermination devant notamment les Nations Unies. Et donc là, on voit que dans le contexte africain, plus encore que dans les autres contextes, les États-Unis en fait se libèrent du droit international. Ils se libèrent du multilatéralisme de l'ONU sur lequel les États africains avaient tendance à s'appuyer pour adopter en fait une diplomatie directe, une diplomatie brutale, une diplomatie du fait accompli et du rapport de force qui va poser beaucoup de questions au niveau des États africains où on a des régimes qui fonctionnent effectivement sur un modèle trumpo-poutinien, c'est-à-dire des hommes forts qui sont au pouvoir, qui décident de tout de manière non démocratique et qui sont totalement en phase avec la manière de gouverner de Trump, et en même temps des aspirations démocratiques et populaires portées par des forces sociales, portées par des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, dont l'espace va se rétrécir de plus en plus avec la complicité justement de la diplomatie américaine. Donc dans le cas de cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par Trump, ça va évidemment en relation avec le soutien du Maroc à l'État d'Israël. Ça va également avec l'adhésion du Maroc à certains projets portés également par les États-Unis en Afrique, mais également par la France en Afrique. Et ça pose aussi la question d'une rebalkanisation du continent africain aujourd'hui. Un autre élément qui pose très clairement cette question, c'est le deal que Donald Trump souhaite imposer en échange de la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland, qui est une partie autonome de la Somalie, et de l'acceptation de ce nouvel État qui deviendrait indépendant, d'accueillir des réfugiés ou des déportés ou des survivants du génocide de Gaza, pose aussi des questions sur cette manière vraiment de redessiner les territoires dans la continuité du fameux plan Yinon, donc le fameux plan qui expliquait comment les États-Unis allaient attaquer la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Libye, l'Afghanistan, la Somalie et le Yémen. Donc on est aussi dans cette géopolitique-là de recomposition des espaces au niveau de la Corne de l'Afrique. On peut également parler de la relation avec l'Éthiopie qu'il faudra observer dans les années qui viennent. Mais en tout cas, il y a de la part des États-Unis une vraie volonté vraiment de redessiner la carte du monde
d'établir un certain nombre de barrières vis-à-vis de la Chine, d'où le rapprochement avec la Russie, qui est de plus en plus présente également sur le continent africain, et de poser vraiment cette logique en termes de concurrence et de commerce. Maintenant, du point de vue africain, quelles sont les marges de manœuvre? Alors, les marges de manœuvre, c'est du fait donc de la fin de l'aide américaine, c'est reprendre effectivement les logiques que posait quelqu'un comme Thomas Sankara, penser une aide qui nous permet de nous passer de l'aide, donc reconfigurer, je dirais, un certain nombre de mécanismes de solidarité qui dépendaient justement du financement américain. Pour mettre en place peut-être des politiques de redistribution à l'échelle du continent africain, mais ça passe par, je dirais, une vraie révolution politique et économique. Il y a la question également des accords que les États-Unis avaient signés avec un certain nombre d'États africains qui vont sans doute être impactés par les mesures protectionnistes que les États-Unis sont en train de mettre en place. Donc pour le moment, on est sur la bataille douanière avec l'Europe et la Chine, mais je pense que le cas des pays africains va arriver très tôt, et je pense qu'il y a là une opportunité pour les États africains de penser leur autosuffisance, de penser la nécessité d'un commerce intra-africain qui va dans le sens de refonder autrement le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, donc construire un vrai marché africain pour les Africains, contrôlé par les Africains. Donc ça renvoie notamment à la nécessité de développer des industries de l'automobile, de l'aéronautique et de l'agro-industrie panafricaine. Il y a également, du point de vue de la redéfinition de la place de l'Afrique dans les institutions internationales, une fenêtre qui s'ouvre parce que l'Afrique est et va être de plus en plus courtisée du fait de cette rivalité avec la Chine. Donc il faudra que les pays africains, lorsqu'ils posent la question de leur relation avec la Chine, traitent également la question de leur relation avec les États-Unis, ce qui jusqu'à présent a été sciemment évité, c'est-à-dire que les États africains cherchent à avoir, entre guillemets, le meilleur de la Chine, le meilleur des États-Unis, le meilleur de la Russie, mais les États africains sont au centre de cette concurrence-là. Donc, à mon sens, il y a lieu aujourd'hui de produire, soit au niveau des États individualisés, comme le fait l'Afrique du Sud, soit au niveau des sous-régions, et plus généralement au niveau du continent africain, une vraie politique américaine de l'Afrique pour répondre à cette question. Et cette politique américaine de l'Afrique doit se positionner sur la relation entre les États-Unis et la Caraïbe, doit se positionner sur le sort des Noirs américains aux États-Unis, qui sont les premières cibles de l'administration Trump aujourd'hui, et doit se positionner également sur la question des réparations, qui, dans le contexte interne aux États-Unis, a une approche un peu différente de ce qui est débattu à l'échelle du continent africain. Donc il y a, pour moi, je pense aujourd'hui, dans cette période de reconfiguration, un champ des possibles qui s'ouvre, des interrogations qui vont avoir lieu. On a vu la constitution de l'Alliance des États du Sahel, qui est très clairement du côté de la Russie. Il y a 2-3 jours, les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Mali, du Burkina Faso ont eu 2 jours de rencontre avec Sergueï Lavrov à Moscou. Donc là aussi se pose la question de l'Alliance des États du Sahel, qui a voté avec la Russie et avec les États-Unis sur les dernières décisions au niveau des Nations Unies. Donc son positionnement dans ce contexte-là va être intéressant à observer, puisqu'on sait que les Américains qui avaient fermé leur ambassade au Niger, qui avaient fermé la plus importante base de drones qu'ils avaient au Niger, viennent de rouvrir leur ambassade au Niger. Donc ils n'ont pas du tout abandonné leur présence sociale, qui est très importante. Donc là aussi, il faudra voir comment sur cette question des nouvelles potentialités au niveau du continent africain, la période liée à l'administration Trump, qui va laisser des conséquences, va être gérée et pilotée par des États africains qui, dans les 4 prochaines années, vont aussi connaître beaucoup de changements. Je pense que entre l'arrivée de Trump aujourd'hui et le départ de Trump dans 4 ans, quoique ils disent qu'il veut faire un 3e mandat sur le modèle des dirigeants africains, va être aussi marqué par le départ de beaucoup de chefs d'État africains qui sont actuellement au pouvoir. Donc il y a des nouvelles générations de dirigeants africains qui devraient arriver au pouvoir,
Et là, on va voir justement dans quelle mesure ils se positionneront face aux États-Unis, qui restent encore aujourd'hui une menace impérialiste très claire pour les intérêts africains et surtout pour la vie et la survie des peuples africains. Donc voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais partager dans le cadre de cet échange. Merci. Une question. L'espace constructif doit-il pour autant nous condamner au mutisme assisté ou passif? Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a un travail à faire. Je dis pas qu'il faut reprendre un peu le modèle chinois. Pendant un certain temps, la Chine a travaillé, elle n'a rien dit, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et quand quand ils s'est retrouvée en position de force, elle a pris la parole, et aujourd'hui, elle est très écoutée. Je pense que on doit aujourd'hui construire nos réponses, peut-être avant, peut-être de réagir ou de surréagir inutilement. Je pense qu'il y a un travail de construction qui doit être fait en huis clos d'une certaine manière, qu'on a besoin de nous retrouver en sachant qu'on est dans des espaces qui sont justement très largement infiltrés ou contrôlés. Et donc on a besoin déjà nous-mêmes de créer, de construire un vrai espace constructif. Voilà. Alors, la construction, dans l'histoire, on va dire, des résistances, il y a plusieurs manières de la voir, et peut se faire contre entre guillemets, un ennemi commun, qui est, voilà, une puissance impérialiste, l'ancien colon, le colon, etc. À partir du fait que nous subissons comment dire, des dommages directs ou collatéraux qui nous sont communs, donc il faut que nous construisons un espace de protection, un espace de réponse, un espace de survie. La construction de cet espace de survie, pour moi, est la réponse ou la forme de condamnation à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne se construit pas d'abord, on ne répond pas. Notre réponse doit être la construction justement de cet espace-là. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'être muet. Il faut répondre. Il faut des réponses diplomatiques. Il faut des réponses officielles. Mais je pense que pas mal de personnes ont pris la parole. Beaucoup d'autres ne l'ont pas pris parce que je pense qu'il y a aussi une peur des représailles. On est dans une période de chasse aux sorcières qui est évidente. Alors pas que aux États-Unis, également dans le paysage français d'une certaine manière. On a des universitaires aux États-Unis qui aujourd'hui n'osent plus quitter les États-Unis parce qu'ils sont plus certains de pouvoir y revenir. Donc on est vraiment dans une période de rétrécissement de nos espaces intellectuels, de nos espaces de solidarité, qui va en fait avec l'avancée de formes nouvelles du fascisme, de formes nouvelles de la dictature, de formes nouvelles du contrôle en fait des outils de communication. Et donc la question vraiment de l'espace constructif, elle est, moi c'est ce que je retiens dans cette question qui effectivement est un peu floue. Il faut qu'on ait un espace constructif qui soit sain, qui soit sécurisé et qui soit également solidaire. Alors, je vais ajouter à ce qu'a dit Hamzat que, en fait, je ne crois pas qu'il y ait de mutisme. Hein. Déjà, il me semble qu'il y a des prises de parole résistantes sur le sujet, y compris aux États-Unis. Mais à propos d'espace, je pense que même en Europe, hein, cette situation aux États-Unis a pour effet aussi de faire des États-Unis, ou en tout cas de Trump, l'ennemi commun, comme disait Hamzat, et peut-être réveiller l'Union européenne et faire en sorte qu'elle existe, qu'elle se construise finalement en tant qu'espace intégré. Ça, c'est pour l'Union européenne, non, c'est pas vraiment le sujet. Mais concernant la Caraïbe précisément, il me semble que les réactions qui commencent à avoir le jour en Caraïbes sont intéressantes parce que, bon, comme je le disais, la Caraïbe a l'inconvénient ou l'avantage d'être l'arrière-cour des États-Unis. Et la contrainte, c'est que, bon, on ne peut pas avoir un grand voisin comme ça et puis se permettre n'importe quoi. Enfin, il y a des pays qui en souffrent, hein, comme Cuba. Alors, il se trouve qu'il y a quand même des résistances. Et le CARICOM, par exemple, à mon avis, a une prise de parole très intéressante qui refuse le dictat de Donald Trump et qui décide de maintenir la présence cubaine en dépit des déclarations et des menaces
de Trump. Donc, je crois qu'il y a des situations qui vont peut-être limiter cette construction. Je pense notamment à la situation du Guyana et du Suriname aujourd'hui, qui sont des pays producteurs de pétrole et qui attirent déjà la convoitise des États-Unis et qui pourraient peut-être, que les États-Unis pourraient diviser ce CARICOM, voir dans quelle mesure on peut scinder cette institution. Donc, je pense que les risques existent, mais il n'empêche que ces sanctions états-uniennes ont pour effet inverse, pour effet de consolider les réactions et les résistances, et peut-être même de développer ces espaces constructifs, comme l'a dit la personne qui a posé la question. Oui, alors, s'il n'y a pas encore d'autres questions, alors, il y a une question qui me vient à l'idée, bien évidemment, c'est aujourd'hui, alors, ça je la pose aussi bien à Fred qu'à Hamzat, c'est est-ce que les risques d'un conflit, les risques d'invasion, comme on l'a vu à l'époque hein, en République dominicaine ou alors dans d'autres pays, est-ce que vous pensez que ces risques-là sont réels? Est-ce que c'est possible? On parle notamment de la présence accrue de l'armée américaine au Panama. Est-ce que vous pensez que ces choses-là sont possibles? Qu'est-ce que c'est possible? Je n'ai pas suivi. L'intervention. Okay. Disons qu'il y a effectivement une chasse gardée. Bon, il a évoqué la possibilité de prendre militairement le Groenland, le Panama. Il y a effet possible parce qu'il est très imprévisible, très impulsif. On pouvait penser qu'il était plutôt sur une logique justement de retrait militaire des États-Unis du reste du monde, hein, une sorte de protectionnisme. Tout le monde rentre à la maison, etc. Mais dans le contexte de cette concurrence avec la Chine, qui a une dimension vraiment de hard power de plus en plus affirmée, tout est possible. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à exclure dans certains contextes. Et on voit bien que le retrait de l'OTAN également soulève des questions sur le rapprochement avec la Russie. On sait qu'une partie de la guerre avec l'Ukraine est liée à la question de l'OTAN, donc on peut vraiment se poser des questions sur la réorientation du hard power américain aujourd'hui, en sachant que la course pour les minerais stratégiques, elle est aussi liée à l'industrie militaire américaine. Donc pour moi, tout est possible à ce niveau-là, contrairement, je pense, au premier mandat où ça me paraissait moins évident qu'il y ait ce type de politique-là, quoi. Alors, moi je crois que, en effet, tout est possible. C'est peut-être encore plus, il est plus possible, encore plus fort dans la Caraïbe, parce que c'est à côté. Et puis, bon, on a déjà eu des illustrations de l'interventionnisme états-unien dans la zone. Et comme le disait Julien, il y a déjà des menaces précises. Hein. Bon, il y a la présence accrue de l'armée états-unienne à Panama. Vous savez que les États-Unis souhaitent récupérer le canal de Panama. Et donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, je pense qu'il est possible qu'il y ait des réactions, mais je ne suis pas sûr, en revanche, que les États-Unis aient le moyen aujourd'hui d'avoir des interventions systématiques dans les pays de la zone, parce que aujourd'hui, c'est pas comme hier. Bon, et puis bon, c'est de plus en plus compliqué d'avoir ce type d'action militaire dans les pays, mais il n'empêche que les États-Unis peuvent déstabiliser les pays concernés sans pour autant nécessairement intervenir directement. Alors, deux questions qui nous viennent des internautes. La première, alors, ça doit peut-être directement à Fred. La CARICOM peut-elle être un bouclier? Elle s'est rapprochée de celle-ci, mais celle-ci était inefficace. Et la deuxième question, y a-t-il une réponse unitaire de la Caraïbe face aux attaques de Trump? On y a répondu un peu, mais enfin, je crois que... Alors, la Caraïbe peut-elle être comme bouclier La CARICOM. Oui, mais c'est déjà le cas. Donc, quand Trump s'attaque au pays de la Caraïbe, il y a une réaction du CARICOM. Mais Madame Motley, quand elle intervient, c'est en tant que présidente du CARICOM qu'elle intervient. Alors, le bouclier, bon, il est déjà par la manière de réagir ensemble, en commun. Mais la situation, quand même, à mon avis, n'est pas désespérée parce que il y a d'autres partenaires possibles. Et vous voyez bien que je signalais la présence de la Chine dans la Caraïbe, qui est plus importante qu'on ne croit.
Et il y a un investissement chinois qui est de plus en plus important, qui concurrence les États-Unis dans leur zone d'influence. C'est pas rien. Il y a bien sûr Cuba qui est en difficulté, mais il y a la Chine qui est présente. Alors, moi, ce que je crois quand même, c'est que si la Chine est une manière de diversifier le partenariat, il faut éviter de passer d'une dépendance à une autre. Parce que, bon, les pays de la Caraïbe sont relativement dépendants du marché états-unien. Il y a une crise aujourd'hui avec Trump, mais il faut éviter de tomber dans les bras de la Chine et par conséquent de remplacer une dépendance par une autre. Il y a plusieurs questions qui sont posées. Euh, la question sur le CARICOM, on y a répondu, rapprocher de l'Union africaine, mais celle-ci est inefficace. Bon, apparemment, bon, la question a été répondue. Alors, une question de Manon Bernardine sur la prise de position de Trump constitue une nouvelle opportunité pour l'Afrique d'adopter une politique protectionniste. Quelles étaient jusque-là les barrières à la réflexion pour l'autosuffisance en Afrique? C'est une question qui concerne Abzat. Autre question, y a-t-il une réponse unitaire de la Caraïbe face aux attaques de Trump? On y a répondu. Question concernant l'Afrique, Trump, vu la concurrence avec la Chine, n'aura-t-il pas intérêt à soigner sa relation avec certains pays du fait des minerais stratégiques? Il avait, lors de son premier mandat, créé à cet effet Prosper Africa pour une valeur de 120 milliards. Il est capable de créer un deuxième projet de ce type. C'est André Attala qui pose la question. La question, pour la Caraïbe, la conséquence de l'expulsion des Haïtiens, surtout, ne se répercutera pas indirectement sur les Antilles, car vu la situation en Haïti, compliqué de revenir au pays pour les Haïtiens. Donc voilà, la question, effectivement, si l'expulsion des Haïtiens ne concerne pas directement les Antilles françaises. J'ai bien compris la question. Donc on note tout ça. Et puis, autre question, au-delà des exemples, il y a beaucoup de questions. Au-delà on va peut-être répondre aux premières questions et on va prendre la suite. Donc, alors, Hamza, tu as plusieurs questions pour toi. Je ne sais pas si tu les as notées. Alors, j'ai noté quelque chose sur la politique protectionniste de l'Afrique. Oui. En fait, le problème des marchés africains, c'est qu'ils ne sont déjà pas contrôlés par les États eux-mêmes. On est vraiment dans la continuité en fait du pacte colonial, hein. C'est-à-dire que l'économie n'a pas été décolonisée au moment des indépendances. Elle est toujours dans des logiques d'extraversion, dans la recherche d'investissements directs étrangers, dans le financement via les institutions financières internationales, dans le mécanisme du franc CFA pour les anciennes colonies françaises. Donc c'est assez compliqué pour les États africains qui ne sont pas industrialisés d'adopter en fait des politiques protectionnistes en tant que telles. Pour ça, il faudrait, comment dire, revoir les fondamentaux de ces États mêmes, les industrialiser, ou en tout cas développer des politiques industrielles nationales ou transnationales qui permettraient de créer vraiment un marché autosuffisant et justifiant justement des mesures protectionnistes. Alors ici ou là, il y a par exemple quelques débuts d'industrie automobile qui peuvent être par exemple justement des points de départ de ce protectionnisme-là. Mais de manière générale, les économies africaines, les produits africains sont totalement avalés, soit dans les accords de partenariat avec l'Europe, soit dans l'AGOA, donc le traité que les États-Unis avaient mis en place pour gérer leurs relations commerciales avec plusieurs pays africains en les faisant sortir ou rentrer sous la forme de sanctions. C'est-à-dire que pour les États-Unis, en fait, les relations commerciales sont des moyens d'imposer des sanctions. D'où le fait que par rapport à l'autre question qui a été posée sur est-ce que les États-Unis vont soigner leurs relations avec certains pays africains en raison de la concurrence avec la Chine, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que le principe des États-Unis, c'est si vous traitez avec nos adversaires, on va vous sanctionner. Voilà, c'est si vous êtes avec l'Iran, avec la Chine, en plus si vous êtes avec Cuba, si vous reconnaissez, enfin voilà, si vous êtes avec nos ennemis, ben nous allons vous sanctionner. C'est un peu leur manière de fonctionner et nous allons également sanctionner les pays qui traitent avec vous. Et là, l'un des laboratoires, ben, c'est le Venezuela, par exemple. On voit bien en fait comment
Après ne pas avoir pu atteindre forcément directement le pays cible, on va cibler les pays qui traitent avec le pays cible qui est le Venezuela et en fait derrière Cuba. Voilà, donc on a vraiment cette politique de sanctions qui est en fait l'autre alternative de l'intervention militaire. C'est pour ça que pour moi, Trump, au départ, il est plus sur des logiques de sanctions financières, parce qu'il est vraiment là, c'est un homme d'affaires, il est là pour le business, plutôt que d'intervention militaire. Mais les sanctions financières jouent aussi un rôle dans la guerre avec la Chine. Par exemple, quand il retire l'USAID, on peut penser que ça ouvre la voie justement à la constitution d'une alternative chinoise ou turque ou autre. Mais en réalité, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il y a des mécanismes de dépendance qui sont déjà suffisamment présents. Donc, à mon sens, la réponse africaine doit passer par la reprise de plans anciens comme le plan de Lagos, comme, je dirais, des plans comment dire, comme celui qui avait été rejeté au moment de la sortie de l'apartheid, qui se fonde vraiment sur une industrialisation et une politique d'autosuffisance avec la constitution d'un marché africain réellement contrôlé par les Africains et pour les Africains. Mais entre le dire et le faire, surtout à l'échelle d'une cinquantaine d'États africains qui sont concurrents entre eux, ben c'est assez compliqué à coordonner, quoi. Voilà. Très bien. Alors, je réponds à une question d'André Atala sur la question haïtienne et je reviens après sur des questions qui concernent plus directement Hamzat. Alors, sur la question d'André Atala, euh, elle concerne le retour des Haïtiens. Et est-ce que finalement, ces Haïtiens, compte tenu de la situation du pays, leur pays d'origine, est-ce qu'ils ne vont pas plutôt chercher à entrer dans les Antilles, aux Antilles françaises? Oui, la question, c'est une vraie question. Je pense que enfin, en toute logique, oui. En toute logique, si retourner au pays, c'est compliqué, qu'il y a d'autres espaces plus accueillants, oui. Je veux dire, en toute logique, et tout être humain ferait la même chose. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion ça se ferait. En même temps, ils ne pourront pas le faire, je veux dire, systématiquement, parce que sauf bien sûr, à entrer dans l'illégalité, bien sûr, c'est possible. Donc, je crois que la question, c'est une vraie question et on ne peut pas l'ignorer parce que c'est peut-être une des conséquences de la politique de Trump, le retour des Haïtiens en Haïti, peut-être aussi l'arrivée des Haïtiens dans nos territoires, avec bien sûr le risque de situation illégale, malheureusement. Alors, je profite peut-être pour poser une question qui est bon, assez complexe peut-être, et précisément une question à Hamzat. Alors, au-delà des exemples éloquents qui ont été donnés par les deux conférenciers, ne peut-on pas proposer une caractérisation générale des relations internationales, la guerre comme paradigme pour penser les liens entre États-nations, l'impérialisme comme forme de gouvernement, le vieux thème du dépérissement de l'État par mainmise des oligarques sur les appareils la puissance publique. Et la question est la suivante, si cette caractérisation est vraie, quelle pensée convoquer pour s'y opposer? Donc, je pose la question déjà. Je pose une deuxième question qui peut être intéressante aussi pour Hamzat. C'est quel est le poids des traditions africaines et afrodescendantes qui ont été à la base des abolitions esclavagistes et coloniales au niveau des politiques mises en œuvre par les dirigeants africains et afro-caribéens actuels. Sont-ils aussi déterminés que leurs ancêtres à être souverains? Donc, je pense que c'est une question qui te concerne plus directement. Hamzat, bien sûr, je peux avoir des réponses, ça te concerne peut-être plus directement. Alors, se rapprochant un peu de ces questions, je voudrais en Ah bon, soumettre voilà, trois autres non, non, mais bon, qui sont c'est dans trop. le contexte C'est trop. africain. C'est trop. Ah, vas-y. On a tendance à plus se rapprocher de la Russie et de la Chine et un rejet de la France et des Américains, alors que dans ce jeu politique, que reste-t-il du panafricanisme? Bah, écoutez, il y a beaucoup de questions. Moi, ce que je voudrais rappeler, parce que là, moi, je suis en Martinique actuellement, vous êtes en Guadeloupe.
on parle de Haïti, je voudrais quand même rappeler que le panafricanisme est né dans la Caraïbe, hein. C'est vraiment ça. C'est important de le rappeler parce que dans les questions centrales du panafricanisme, il y a la question du retour en Afrique. Donc vous imaginez bien que ceux qui sont en Afrique ne se posent pas la question centrale du panafricanisme, qui est le retour en Afrique. Dans le panafricanisme, il y a également la question du racisme que nous subissons dans le monde occidental. Et évidemment, ceux qui sont en Afrique, qui sont noirs, ne se posent pas la question finalement de la particularité de cette couleur de peau. Donc, je pense que c'est vraiment important de rappeler en préliminaire que la question du panafricanisme, c'est celle de la Caraïbe, c'est celle de Haïti. Je pense que c'est vraiment très important et que là, l'une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire autour du cas de Haïti. Qu'est-ce que les États africains font? On a bien vu le cafouillage sur le Bénin qui voulait aussi envoyer des policiers en Haïti, l'intervention du Kenya, tout ça piloté par les États-Unis. Et comment effectivement, dans ce débat hein, sur Trump vis-à-vis de l'Afrique, Trump vis-à-vis de la Caraïbe, on peut penser la déconnexion de Trump à travers justement une alliance entre l'Afrique et la Caraïbe qui rejoint précisément les enjeux panafricains. Donc là, par exemple, la rencontre que nous avons dans ce webinaire, pour moi, c'est une rencontre panafricaine. Quand on demande où est le panafricanisme, il est là, il est dans la rencontre que nous avons aujourd'hui actuellement. Maintenant, les États africains, déjà très peu ont, je dirais, les marges réelles de leur souveraineté, parce que les indépendances se sont faites dans des contextes qui ont été suivis par des nationalismes qui sont anti-panafricains. Et c'est ça la problématique, c'est-à-dire que les États africains, un peu aussi comme les États de la Caraïbe, ont repris le nationalisme du colon sans le décoloniser. Et ça a ossifié les frontières, ça a ossifié les identités. Ça a fait que le Haïtien est un étranger en Jamaïque, le Jamaïcain est un étranger à la Barbade, etc. Ça a créé en fait une notion en fait de d'étranger. On s'est construit en tant qu'étrangers les uns des autres. Alors dans la dimension insulaire, c'est relativement différent parce que l'insularité rajoute à l'identité fixe. Mais dans le continent africain, où on sait que les frontières sont comment dire, divise des populations où on peut aller, on peut traverser à pied une cinquantaine de pays. Cette question de la construction de l'étranger dans le cadre des nationalismes africains pose problème. Donc il faut aujourd'hui décoloniser les nationalismes africains et ça c'est un enjeu essentiel. Le deuxième élément, c'est que la deuxième idéologie qui a suivi le nationalisme en opposition et en rejet effectivement du panafricanisme, c'était des formes de socialisme qui, là aussi, ont été des socialismes de façade. Voilà, on a des pays effectivement qui se sont tournés vers l'URSS, mais sans adopter quoi que ce soit qui relève d'une vraie économie socialiste. On a des pays fondamentalement dans la France-Afrique qui étaient du côté soviétique, mais qui sont pas pour autant sortis du franc CFA. Donc on voit bien que la question des idéologies en Afrique, elle ne pourra jamais fonctionner tant que on ne suivra pas ce que Frantz Fanon disait quand il disait que à terme ce continent sera libéré. Mais ce qui m'inquiète le plus grand danger qui le guette, c'est l'absence d'idéologie. Et Frantz Fanon disait très clairement que l'idéologie qui doit accompagner l'émancipation de l'Afrique, c'est l'unité africaine, qui est différente du panafricanisme. Et c'est vers cette unité africaine aujourd'hui qu'il faut que sur le continent nous travaillons et vers le panafricanisme que dans la diaspora nous travaillons. Donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'il y a des rôles qui sont attribués. Pour nous, la diaspora, c'est la question du panafricanisme, avec comme étoile solaire, on va dire, Haïti. Et pour ceux sur le continent africain, c'est construire cette unité africaine, avec des questions qui sont différentes, mais qui en même temps circulent. Un autre élément, effectivement, le poids des traditions africaines n'a pas pesé dans... voilà, aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont très occidentalisés du point de vue de leur vision, qui n'ont pas de vision en termes d'unité africaine ou qui vont reprendre effectivement des modèles qui ne sont pas adaptés aux enjeux, qui sont contraints également par le cadre de l'État-nation, qui est un cadre assez particulier, qui est de plus en plus également remis en cause et qui font face également, je dirais, à des comment dire, à des souverainetés qui ne sont pas suffisamment fortes. Je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas tant des valeurs ou des traditions. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des idéaux.
parce que on peut tous avoir des valeurs différentes ou des traditions différentes, mais quand on a un idéal commun, on peut travailler ensemble. Et c'est en ça que la question de l'unité africaine, c'est l'idéal à partir duquel des dirigeants ou des peuples qui ont des valeurs ou des traditions différentes peuvent travailler ensemble. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut arriver, je dirais, à mettre en avant lorsqu'on parle du panafricanisme, lorsqu'on parle de l'unité africaine. Sur la guerre comme paradigme nouveau bon, je sais pas, paradigme nouveau, ça a toujours fait partie des relations internationales. Il y a toujours eu une guerre froide qui a ciblé le continent africain depuis l'époque de l'esclavage, depuis l'époque de la traite. Il y a également, je pense, une présence de l'Afrique au cœur de ces conflits qui doit poser effectivement la capacité des États africains à riposter, donc travailler la question de la dissuasion, qui ne peut pas être du même niveau ou de la même nature que les impérialismes auxquels nous faisons face. Il y a également une réflexion sur le poids que représentent réellement toutes ces diasporas à l'extérieur du continent africain, où on voit bien qu'elles ne pèsent rien, elles ne représentent rien dans la manière dont l'Afrique est traitée. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 40 millions de Noirs américains n'a jamais influé réellement sur la politique africaine des États-Unis en tant que telle. Le fait d'avoir eu un président noir américain, qui est certes le président américain qui a fait le plus de voyages en Afrique, n'a pas non plus changé la politique africaine des États-Unis. Donc là, il y a une vraie réflexion sur comment constituer dans la diaspora une force politique qui ne peut être que panafricaine, parce que la seule force qui peut justement contester l'hégémonie des États-Unis dans l'espace atlantique, la seule idée qui peut le faire, c'est le panafricanisme. Parce que le panafricanisme est présent en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, dans toute la Caraïbe où il est né, dans toute l'Amérique du Sud, excepté les pays qui ont fait des politiques raciales de blanchiment, en Europe de l'Ouest avec des fortes diasporas, et surtout le continent africain. Donc la seule idée qui peut aujourd'hui concrètement contrebalancer avec une perspective africaine à la fois le Trumpisme, le poutinisme et le Xi Jinpingisme, c'est le panafricanisme. Mais malheureusement, il y a une grande difficulté déjà à comprendre ce que j'ai expliqué au début de mon intervention, et surtout il y a un refus d'enseigner ce qu'est le panafricanisme en tant que doctrine qui peut nous permettre de répondre à toutes les questions qui se posent dans le cadre de ce webinaire. Voilà. Alors, merci, Hamzat. Il y a deux questions on va poser pour peut-être terminer le cycle des questions des internautes avant de passer aux questions de la salle. Première question, c'est de Sadia Ndoko, qui pose la question suivante. Peut-on envisager un certain positionnement de la France et de l'Union européenne dans les territoires de la Caraïbe, par exemple, présence militaire et services d'intelligence accrus, à la lumière de la politique des États-Unis? C'est la première question. Et une deuxième question que j'énonce déjà. Bon, alors, c'est une question de Mathurine. Bien, bonjour. Compte tenu de notre grande dépendance extérieure pour nos approvisionnements, que va-t-il se passer? Le libre-échange sera-t-il impacté? Est-ce la fin de la mondialisation actuelle? Alors, je vais peut-être avancer quelques éléments sur la première question de Sadia. Euh, Peut-on envisager un positionnement de la France et des États-Unis dans les territoires de la Caraïbe, notamment pour une présence militaire? Alors, bon, je je suis pas sûr que l'Union européenne et la France soient à ce stade-là. Déjà, bon, l'Union européenne n'existe pas sur le plan de la défense, en tout cas pas encore, hein. Et je ne suis pas sûr que l'Union européenne et la France considèrent qu'il y a des raisons d'avoir une présence militaire dans la zone. Donc, à mon avis, on peut l'envisager, bien sûr, à un moment, mais je ne crois pas qu'on soit à ce stade des tensions entre l'Europe et les États-Unis. Alors, sur la deuxième question, Hamza, je ne sais pas quel est ton point de vue, compte tenu de notre dépendance, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est la fin de la mondialisation actuelle? Je te laisse répondre avant. Oui, sur la première question, la question du positionnement militaire, enfin, on le voit dans d'autres espaces, on le voit autour de Mayotte, où il y a justement une polémique récente sur l'ingérence de la Russie ou de l'Azerbaïdjan
sur la remise en cause de l'occupation française de Mayotte, où il est question également d'un positionnement militaire. On le voit à Djibouti. C'est tout à fait, c'est une très bonne question. Et sur la question de la fin de la mondialisation, moi, je pense qu'au contraire, on entre dans une ultra-mondialisation. Je pense qu'on est encore plus dans une guerre économique, dans une guerre, un conflit, une guerre des civilisations. On en revient vraiment à ces vieux concepts qui fondent une forme de multilatéralisme et de partage du monde par les grandes puissances, mais dans un contexte de mondialisation avec aussi des émergents. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans les 2, 3 prochaines décennies. Je pense qu'il y a des reconfigurations qui sont en train de se faire et l'intérêt de l'Afrique dans tout ça, c'est que l'Afrique va être la puissance démographique majeure de ce 21e siècle et que la manière dont l'Afrique va tourner va déterminer la manière dont le monde va tourner. C'est évident que si l'Afrique s'unit d'une certaine manière ou s'aligne d'une certaine manière sur un des acteurs du jeu international, ça va créer un effet de bascule incontournable. Et c'est pour ça que le véritable enjeu des impérialismes aujourd'hui, et c'est pour ça que la Turquie et d'autres aussi arrivent en Afrique, ben, c'est ce continent africain-là et que la question justement du panafricanisme se pose puisque ces puissances étrangères ciblent précisément les éléments d'unité, d'identité, de solidarité des peuples concernés pour mieux finalement les inscrire dans une mondialisation dont on est les derniers finalement à avoir mis les pieds dedans. Voilà, donc je pense qu'on est un peu la dernière frontière de ça et on est en même temps vu, entre guillemets, comme le dépotoir de cette mondialisation, avec déjà l'idée comment dire, de planétariser la mondialisation, de l'universaliser. Donc, c'est tous les délires de Elon Musk pour aller coloniser d'autres planètes, etc. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans une situation où on va vers une ultramondialisation. Les ressources, les limites des ressources de la planète sont de plus en plus posées. La question de la démographie revient de plus en plus. Et donc tout ça, effectivement, doit nous interpeller sur une mondialisation, entre guillemets, de domination ou une mondialisation de partage, quoi. Voilà. Alors, je partage la deuxième partie de l'intervention sur une mondialisation de partage. C'est vrai que la mondialisation que nous connaissons, c'est une mondialisation capitaliste ou impérialiste sur certains aspects. Je crois aussi que l'interdépendance, c'est une réalité. Je crois qu'il y a une interdépendance qui est réelle. Et je ne suis pas sûr que l'arrivée de Trump va effacer ces logiques d'interdépendance. Et il me semble que Trump lui-même a besoin euh, des autres, comme d'autres ont besoin du marché américain. Aujourd'hui, ça me semble difficile de se passer de cette interdépendance entre les pays. Et je considère de son point de vue que pour moi, Trump, c'est une parenthèse douloureuse. Je le prends comme ça. Je ne crois pas qu'on soit dans des ruptures définitives. C'est mon point de vue. Alors, je passe la parole à Julien Méguillon pour les questions de la salle, peut-être la dernière série de questions. Oui, dernière série de questions. Alors, il y a des réponses partielles qui ont été données, mais je les pose quand même. Alors, quelles instances africaines pourraient établir un commerce intra-étatique et cela est-il compatible avec la présence de la Chine et la Russie sur le continent? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, quelles relations entretiennent les États africains et caribéens pour créer un bloc pouvant faire face aux politiques impérialistes américaines, chinoises ou russes? Et la dernière question, qui est plus globale, alors là, qui va s'intéresser autant à Fred qu'à Hamzat, c'est une question sur, disons, la place de la société internationale. Alors, je la livre, cette question. Depuis le début de son mandat, Donald Trump dirige les USA dans cet état d'esprit d'une hégémonie américaine mondiale incontestable. Il multiplie les dérives autoritaires, à la fois à l'international, mais aussi dans son propre pays. La question est donc, peut-on stopper Trump et dans cette dangereuse escalade à travers une réponse internationale? Comment la société internationale peut-elle intervenir pour contrecarrer donc ce que l'on considère aujourd'hui comme des dérives? La question est posée.
C'était quoi la première? Oui, bah, sur la dernière question, ça me semble compliqué. Comme ça a été dit, Trump, il a été élu bah, selon les règles démocratiques propres aux États-Unis. Il représente un vrai courant qui existe pas que aux États-Unis. Il représente également un tournant de l'histoire politique d'une certaine manière. Donc le contrecarré, je pense que ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Il y a des résistances, il y a des résistances internes aux États-Unis. Il y a des pays qui constituent d'autres alternatives. Il faut les renforcer, les soutenir. Moi, j'ai toujours appelé, moi personnellement, pendant 10 ans, j'ai boycotté les États-Unis, j'ai refusé de m'y rendre. C'était après la guerre de Libye, le bombardement de la Libye par Obama. C'était ma manière, entre guillemets, de résister en fait à ce pays. Donc, je pense que la question du boycott montrait qu'on peut vivre sans les États-Unis, que les États-Unis ne sont pas l'alpha et l'oméga. C'est quelque chose de significatif. Il y a des pays qui posent la question, non pas d'aller jusqu'aux ruptures des relations diplomatiques, mais effectivement de réduire les relations diplomatiques, d'isoler les États-Unis, puisque Trump veut s'isoler et s'enfermer. Donc il y a des approches aussi qui sont dans la dérision de ce que Trump représente, de ce que sa politique représente, même si c'est du show, même si c'est en même temps très sérieux. Je pense que c'est dans ces eaux-là qu'on peut réfléchir à des moyens de contrecarrer politiquement parlant. Après, du point de vue de l'économie, il y a d'autres acteurs économiques qui existent dans le monde. Il y a une guerre économique dans laquelle il faut, d'une manière ou d'une autre, prendre position. Voilà. Sur la question des pays du Sud entre eux, bon, il y a des instances qui existent au niveau multilatéral, au niveau des organisations type Union africaine et CARICOM. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui refonder tout ça avec un vrai idéal, avec une vraie vision et avec des vrais moteurs de partenariat stratégique. Reprendre peut-être les sommets que Hugo Chavez avait à un moment lancés Afrique-Amérique du Sud, les sommets ASA. Voilà, reconsidérer peut-être aussi le rôle important de la société civile, la diplomatie des sociétés civiles, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie patrimoniale, la diplomatie mémorielle. Tout ça, c'est des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre du soft power dans ce contexte-là. Voilà, et quelles instances africaines pourraient aujourd'hui apporter des pistes de solutions. Dans celles qui existent, je n'en vois pas fondamentalement. Je pense qu'on est vraiment dans une période de reconstruction, de recréation de nœuds et de réseaux. Alors, il y a la question des réparations, bon, qui prend des tournures un peu particulières. Là, lors du dernier sommet de l'Union africaine a reconnu l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité et génocide. Bon, je trouve qu'il y a des approches qui sont parfois qui posent des interrogations. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que les États, enfin pas que les États africains, il faut que l'Afrique de manière générale et la Caraïbe et comment dire, les États sud-américains qui ont cette sensibilité africaine et panafricaine pensent à créer une nouvelle structure, une nouvelle organisation. Voilà, et c'est à ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Et je pense que les chercheurs, les universitaires, les intellectuels, les militants peuvent, je dirais, poser les premières bases à ce niveau-là. Comme au début des années 2000, on avait lancé les conférences internationales des intellectuels d'Afrique et de la diaspora. À l'époque, c'était entre le Sénégal et le Brésil. Il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé il y a un an au Sénégal. Bon, il prend un peu de temps à prendre certaines positions pour des raisons politiques et idéologiques. Mais il y a des nouvelles forces qui arrivent aujourd'hui sur le continent africain. Il faut que ces forces soient conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer justement dans toute cette géopolitique-là. Voilà. Alors, moi, sur ce sujet, je ne dirai pas beaucoup plus que ce qu'a dit Hamzat, sinon que euh, peut-on avoir une réaction mondiale? Je ne crois pas trop à cette approche globale de la réaction. Je pense plutôt que ça peut avoir comme effet de renforcer des intégrations régionales.
CARICOM, Union européenne, etc. Parce qu'en fait, face à de telles menaces, il ne peut y avoir que de réponses collectives. Et il me semble que la régionalisation, en tout cas l'intégration régionale, peut être une réponse à ce type de situation. Et puis un deuxième niveau, à mon avis, qui renvoie un petit peu à ce que dit Badi à propos des sociétés, des réactions sociétales. On est peut-être dans une ère aussi d'intersociété. Bon, et donc, peut-être que, comme tu disais, Hamzat, hein, il est possible aujourd'hui que les sociétés se réveillent et que face aux politiques, on ait de plus en plus de connexions entre sociétés civiles. Et peut-être que là, on devrait travailler dans ce sens-là et ne pas s'enfermer en permanence dans des relations interétatiques qui montrent aussi leurs limites. Alors, une dernière question, mais c'est vraiment la dernière. Elle concerne les BRICS. Vous savez, bon, ce sont ces États qui se sont rassemblés. Et la question, qu'en est-il du positionnement des BRICS vis-à-vis de la politique de Trump? Est-ce que vous avez des éléments de réponse rapides à porter sur cette question? Voilà. Hamza, tu veux commencer par réagir sur les BRICS? Hamzat, Il nous a lâché. ah, il serait parti. Oui, excusez-moi. Oui, oui, non, non, ce que je disais, c'est que les BRICS, donc il y a un noyau historique, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, euh, auquel s'est ajouté l'Afrique du Sud. Puis là, il y a eu un élargissement récent, dans lequel je crois on a vu, il me semble de mémoire, je crois l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire des pays qui sont très, comment dire, très proches des États-Unis d'une certaine manière, qui a rejoint également les BRICS. Donc pour moi, j'ai tendance à penser que les BRICS sont en train de reproduire différemment le mécanisme G7, G8, G20. Pour moi, on reste dans un ordre qui est fondamentalement néolibéral. D'ailleurs, c'était l'une des approches de cet acronyme, hein, fondé par Goldman Sachs, qui ne constitue pas en soi des BRICS des peuples, mais des BRICS des marchés. Voilà, donc on est beaucoup plus sur de l'intégration économique globale, en sachant que les BRICS, en réalité, c'est la Chine derrière, hein, c'est le projet de la Chine derrière avec les nouvelles routes de la soie, le One Belt, One Road qui est derrière. Donc là aussi, il faut arriver à dissocier l'ensemble, enfin la constellation que représentent les BRICS, des projets individuels qui sont ceux de la Chine, de la Russie et de l'Inde, dont on parle peu, mais qui est également présente dans l'équation. Voilà, j'ai pas le sentiment qu'il y ait comment dire, une hostilité en dépit de la fameuse guerre douanière, parce qu'en fait, il faut comprendre que les États-Unis et la Chine se testent depuis un certain temps, et je pense que ces deux pays-là se retrouvent en fait dans leur bras de fer, quoi. Voilà, je pense qu'on entre vraiment dans une période où les puissants vont, dans certains cas, s'accorder sur notre dos et que les espoirs que les dominés ou les subalternes mettent justement dans ce type de structure risquent d'être fortement déçus si on ne s'organise pas nous-mêmes à notre niveau. Voilà, donc moi j'ai très peu comment dire, pas d'espoir, mais je suis très dubitatif en fait sur l'évolution des BRICS, notamment depuis leur élargissement et leur ouverture. Après, ils offrent effectivement des alternatives vis-à-vis du système de la Banque mondiale et du FMI, mais là encore, j'ai tendance à penser qu'on reprend quand même pas mal de mécanismes de cette structure-là, et le fait que les États-Unis aient lancé une guerre fiscale et douanière et tarifaire montre également qu'une structure comme l'Organisation mondiale du commerce, dans laquelle la Chine était entrée au début des années 2000 et qui a été vraiment le point de départ du décollage chinois, est devenu quelque chose d'obsolète et qu'on est vraiment en train de tout repenser à l'échelle du commerce international, quoi. Voilà. Oui, alors sur les BRICS, je partage l'analyse d'Amzat. Je ne crois pas que ça soit une alternative crédible, je veux dire, au sens d'alternative mondiale, hein, à ce qui se passe. Et, comme tu l'as dit, il y a trop d'intérêts, je veux dire, divergents, hein. Les BRICS, c'est pas homogène, hein. Il n'y a pas, c'est pas une institution qui a une politique partagée, commune, hein, des pays. Donc, c'est un espace en construction, je le prends comme ça.
Mais pour l'heure, je ne crois pas que les BRICS constituent une alternative parce que les intérêts sont parfois trop divergents pour les pays qui sont proches des États-Unis, d'autres qui ne le sont pas. Ça ne marchera que lorsque les intérêts seront communs. Donc là, sur certains points, oui, mais pour l'essentiel, non. Il n'y a pas de communauté d'intérêts fondamentaux euh, sur ces questions qui nous concernent aujourd'hui. Bien, je crois qu'on est arrivé au terme de cette conférence. Alors, je voulais tout d'abord remercier Hamzat Boukari Yabara pour sa présentation, pour les informations qu'il nous a apportées, des analyses. Remercier Fred Reynaud pour son intervention. Remercier évidemment tous ceux qui ont participé, les nombreuses questions qui nous sont parvenues. Alors, qu'est-ce que j'en tire? J'en tire d'abord le fait que, bon, l'intérêt est réel et certain pour cette question aujourd'hui. Au vu des questions que nous avons eues, au vu des problèmes qui ont été soulevés, il y a manifestement un certain nombre d'interrogations. Aujourd'hui, je crois que les gens veulent savoir, veulent comprendre ce qui se passe véritablement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que on a ici aujourd'hui, dans cette démarche, voulu sortir un peu du cadre un peu, disons, contraint jusqu'à maintenant dans lequel on situait la problématique et la porter sur le continent africain, ce qui a rarement été fait. Et je pense que là, on a eu quelques éléments de réponse qui méritent que l'on y réfléchisse. Donc, c'est extrêmement important. Et troisièmement, je pense que l'intérêt de ce webinaire, ça a été de nous amener à un questionnement sur nous-mêmes, sur comment réagir, comment faire, quoi faire. Et je crois que, en particulier dans ce que l'on a appelé aujourd'hui la résistance de la société civile, concrètement, comment, au niveau culturel, au niveau intellectuel, comment aujourd'hui il faut porter réponse à un certain nombre d'attaques qui sont menées, notamment contre la liberté intellectuelle, notamment contre les peuples. Et je crois que si nous avons contribué, ne serait-ce qu'à faire émerger une petite partie de cette conscience, nous serons parvenus à nos fins. Merci donc à tous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.